Good morning, good afternoon, and good Bonjour, bon après-midi et bonsoir, chers amis. Suna, the program executive of Je m'appelle Dinesh World Council of Suna Churches, and I'm based here in et Geneva, je where it suis is about basé 7 ici à a.m. in the Genève où il morning. n'est que 7 heures du matin. Welcome to this webinar. Bienvenue à ce The webinaire title is, intitulé, Food from bien Oceans to entendu, Rivers L'alimentation à and partir Lakes, des océans, des rivières et des by lacs, various programs of the organisé conjointement CEE, par plusieurs Ecumenical programmes Academy du and Conseil œcuménique des Églises, COE, and Ecumenical Engagement, and several member churches and et regional des organizations églises across the world. et des Friends, just a paroisses reminder that régionales, des this chapelles régionales. Alors, chers webinar, amis, you would qui prefer ne parlez to pas listen to in anglais, another language such as comme vous aurez English or pu le Spanish, constater, aujourd'hui, il y a de please l'interprétation you can select at the en bottom of the français. Zoom window Et en where there is principe, a en bas de votre écran, vous aurez déjà trouvé une your petite icône option of qui vous language permet de basculer entre l'anglais et le français, car comme vous l'aurez constaté, il y friends. a des As we interprètes know qui vous that souhaitent d'ailleurs une très belle food journée is vital for parmi life, vous. Chers amis, rivers and lakes not only les sustain rivières, us les lacs sont essentiels à but la also vie. Ce sont des provide sources d'eau douce abondantes drinking et water needs euh, of the people and animals of our planet. des sources essentielles pour les êtres humains et les 78% animaux sur notre planète, mais or qui plus est, 78% of nous savons que people quelques depend on water 78% des for êtres humains agriculture and food production. utilisent cette eau pour l'agriculture et la production d'aliments. Par ailleurs, Talk about très rarement the nous food parlons available des aliments around qui sont us, disponibles dans les such cours as d'eau, rivers, lakes, and les oceans. corps d'eau, notamment les océans, les lacs et Food is also autres important masses. Par as ailleurs, blue food, l'eau such qui as issue de salmon, l'aquaculture ou de la pêche est également connue comme les aliments the bleus. world's Et population près de la moitié de la is related population mondiale to dépend de several cette source. water bodies and Et la deep santé by climate des change. masses d'eau a été dégradée par les changements climatiques, la pollution, Overfishing ainsi que la surpêche, that la mine. threaten the health Et cela met en menace la santé et les moyens de of subsistance des milliards de personnes and et especially engendre des dommages irréversibles biodiversity. pour notre biodiversité Friends, sur for this Terre. webinar, Chers amis, voilà we pourquoi nous avons décidé d'organiser ce webinaire. Nous allons essayer d'explorer ensemble trois objectifs, je tiens à vous le rappeler. the vital role of Et le rôle vital des masses d'eau and our est une topic source d'aliments pour for the l'humanité. session Par ailleurs, nous allons vouloir tirer des leçons des bonnes pratiques, des initiatives qui protègent et euh, les masses d'eau pour justement nous donner des aliments. Et enfin, nous voulons réfléchir par le prisme biblique au lien entre la création, l'eau, la durabilité, we have etc. excellent resource persons Et nous avons des that éminences parmi nous pour justement parler de cette sufficient thématique time also et nous aurons suffisamment de temps pour we are going aborder to take a pause and invite cette thématique et échanger. Et donc maintenant, je vais inviter executive mon collègue Joy Ivar, engagement of the euh, CEE to say a few more words. exécutif du programme, pour parler de ce webinaire. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Bon webinaire à toutes et tous. Merci beaucoup, Dinesh, pour cet accueil chaleureux pour tous les participants qui se joignent à nous aujourd'hui. En tant que jeune, je me souviens très bien qu'il y a moins de 20 ans, ma maman, retraitée du clergé, avait participé à des activités dans les Philippines avec plusieurs communautés de villages pêcheurs. Et mon père vient d'un village de pêcheurs. Et donc, je puis vous dire qu'en tant qu'enfant, avec mes amis, déjà, je savais ce que c'était. Et si, par exemple, on voulait attraper des crabes, eh bien, on savait qu'on devait aller à côté de la mangrove. Et alors, on pouvait mettre des sandales en caoutchouc et essayer d'attraper des crabes pour avoir quelque chose à goûter ou même dîner avec les amis. Lors de la marée basse, euh, on pouvait également essayer de récolter des palourdes pour la soupe le soir. Euh, alors ça, c'était il y a moins de 20 ans lorsque j'étais jeune, aux Philippines.
Et comme Dinesh Ladaï, je m'appelle Joyiva Bohol et je puis vous dire qu'en zone côtière, ayant vécu sur des zones côtières, eh bien j'ai pu constater de mes propres yeux l'importance des masses d'eau. Et au cours de ces dernières années, lorsque je suis retourné aux Philippines et visité ces villages là où ma maman était pasteur, eh bien j'ai pu constater que même mes amis mangeaient des sardines en, en conserve, car aujourd'hui il est très difficile de pêcher dans les eaux municipales de ces villages pêcheurs. Il y a peu, l'année dernière en soi, malheureusement, l'un de nos représentants un membre du congrès de Maïs, mon île, eh bien, a proposé un projet de loi en vue d'inclure nos eaux municipales pour la pêche commerciale. Cela veut donc dire que ces personnes des petits villages qui s'adonnent à la pêche artisanale, eh bien, n'auront que une toute petite partie des eaux leur étant autorisée. Si ce projet de loi passe, eh bien, les grandes pêches commerciales qui utilisent des méthodes destructives pour pêcher, eh bien, prendront le pas dans les eaux municipales. Et donc, les pêcheurs locaux du village seront confrontés à une concurrence sans nom, ce qui engendrera la destruction de bon nombre de communautés et cela touchera des millions de communautés de pêcheurs aux Philippines. Et moi, je ne suis pas si âgé que cela, et en tant que jeune, j'ai pu constater de mes propres yeux ces changements en moins de 20 ans. Et je tiens à vous dire que je m'inquiète profondément de la vitesse de ces changements, et bon nombre de militants pour la vie marine aux Philippines agissent pour s'opposer à ce projet de loi qui pourrait détruire ou tout du moins avoir un impact colossal sur bon nombre de communautés. Et le fait est que cela est même exacerbé par la Covid. Mais il n'y a pas que la Covid qui compte ici. Et donc, ce webinaire est très opportun, étant donné qu'il va nous permettre de creuser et de voir justement ce que l'on peut faire, comment ce que l'on peut faire peut réellement changer la donne. Comment nous, personnes croyantes, pouvons-nous agir. Jésus est venu pour que toutes et tous nous ayons une vie d'abondance. Une vie d'abondance, ce n'est pas la panacée de quelques-uns, non, l'apanage de quelques-uns, pardon. C'est pour toute la population, pour toute la création, pas que pour des êtres humains, mais pour toute la création, y compris la vie dans ces masses d'eau. Nous espérons qu'alors que nous écouterons les apports de tous nos orateurs et que nous écouterons les histoires des personnes, eh bien, ces échanges, nos partages, nous permettront de nous renforcer et de raviver la flamme de la paix, de la justice et de ces aspirations pour l'abondance mise en avant et ô combien espérée par Jésus pour toute la création. Sur ce, j'espère en tant que jeune que nous continuerons ces travaux pour la justice, pour s'opposer à des projets de loi tels que celui que je viens de vous présenter dans nos différentes régions, dans nos différents milieux, pour que les communautés puissent s'épanouir et surtout survivre avec les ressources déjà à disposition. Et ce en vue de mettre un terme aussi à ces projets de loi et ces cadres juridiques qui mettent en péril et oppressent les personnes qui sont dans le besoin dans ces régions et ces endroits. Voilà, tout cela pour dire que je me réjouis à l'idée de vous entendre et de partager à la fin du webinaire
différentes réflexions sur ces histoires que nous nous apprêtons à entendre au cours de ces 1 à 2 heures. Voilà, je vous remercie. Et puis, maintenant, je tiens à vous présenter le révérend James Bhagwan, secrétaire général de la Conférence des Églises du Pacifique, qui prononcera le discours d'ouverture et la prière. Bonjour à toutes et à tous des îles Fidji. Je vous parle de Suva, l'île capitale de Viti Levu. Dans ma province natale, qui accueille la plus grande rivière des îles Fidji, là où j'habite, eh bien, l'eau est grandiose. Et c'est là le nom littéral de la rivière en soi. Et à Vanua, il y a une connexion entre le delta et l'océan grâce à cette rivière. Et plusieurs États dépendent de cette rivière. Et grâce à cette rivière, nous sommes connectés à vous toutes et vous tous en réalité. Grâce à nos côtes, grâce aux produits de la mer notamment. Et puis grâce à l'oxygène créé dans ces océans. Un oxygène que vous respirez. Avec la COP26, j'ai pédalé 26 km sur cette rivière plutôt. Et l'année prochaine, je parcourrai toute la rivière pour une organisation caritative et aussi pour l'amusement, car cela m'amuse. Nos aquasystèmes ne sont pas que des systèmes alimentaires, mais des systèmes de vie qui créent de l'oxygène, qui transportent des nutriments. Ils sont résilients et fragiles à la fois. Dans la narrative de l'économie bleue, les océans, les rivières et autres masses d'eau sont vus comme des moyens pour l'extractivisme. Mais pour des communautés, la spiritualité, justement, est intrinsèquement liée au mouvement de l'eau et à la santé de ces masses d'eau. Pour les personnes du Pacifique, les océans, c'est notre maison, nos autoroutes, pas que des sources d'aliments. Et ces océans sont intrinsèquement liés à nos capacités, notre spiritualité, la sagesse de nos anciens qui ont voyagé et parcouru les océans. Remonte à bien avant le développement de l'Union européenne. Étant donné les changements climatiques, étant donné la dégradation environnementale et les activités industrielles extractivistes, nous devons faire très attention aux activités qui peuvent mettre en péril nos fonctionnements, qui marginalisent les voix des communautés locales, qui permettent l'exploitation, l'extraction d'aquasystèmes et des vies humaines. Et ce, en vue de privilégier le bien-être économique de certains au détriment du bien-être total de la majorité. Nous devons protéger nos rivières, nos lacs de ceux qui veulent se les accaparer en vue de procéder à un développement plus vaste, car cela n'est pas juste, pas équitable pour nos communautés. Alors prions. Au nom de l'Esprit de Dieu qui gouverne sur les eaux primaires, au nom de la parole de Dieu, au nom de la sagesse de Dieu qui a créé nos rivières, nos lacs, ces ressources de vie pour la planète Terre. Espérons que ces refuges, ces abris pour des millions d'espèces de faune et de flore, nous puissions lutter contre la pollution, protéger le corail qui se meurt, protéger les baleines chassées et exploitées, l'océan confronté à l'extractivisme et au blue washing, qu'il soit protégé, tout comme les militants qui le défendent. Océan utilisé pour le commerce, qu'il soit protégé, tout comme vos enfants,
que le bien-être de nos autoroutes aquatiques soit protégé pour les nations, que nos cœurs aimants aient la volonté de travailler ensemble pour arriver à un changement positif. Donne-nous le partage de ta sagesse et merci pour ta création immense, mystérieuse, magnifique. Que les enfants de nos enfants se réjouissent du fait qu'aujourd'hui l'on décide de prendre soin de la santé de nos rivières, de nos lacs et de nos océans pour ces créatures de ta création. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a parcouru les côtes de la Galilée, qui a traversé les océans pour la foi avec courage et action et détermination, qui apporte santé et justice à toute la création de Dieu, tous les peuples de Dieu. Amen. Good morning, good afternoon. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et tous. Et en français aussi. Je suis maintenant très heureux de prendre la relève en vue de modérer cette session et d'inviter nos orateurs pour la prochaine partie de cette session. Nous avons aujourd'hui parmi nous 3 orateurs, ô combien importants, qui vont nous faire part de leurs réflexions relatives à cette thématique, les aliments qui nous viennent des océans, des rivières, des lacs. Ces 4 orateurs vont nous donner une réflexion théologique et biblique sur cette thématique. Permettez-moi maintenant de vous présenter Madame Christiana Lua, qui nous vient du Kenya, du forum El Molo. Et notre second orateur est le professeur Dr Matthew Koshi, qui est un scientifique environnemental, un écrivain et militant pour l'environnement. C'est le directeur du synode de l'Église d'Inde du Sud. Et ensuite, nous avons également Solène Jetser, chef de projet Consumer Scientist du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Bienvenue. Notre 4e orateur est le révérend Dr Upulu Luma, directeur du Pacific Theological College. Et il nous présentera les réflexions bibliques. Bienvenue à nos orateurs. Nous allons vous donner maintenant 5 minutes à chacun pour que vous nous expliquiez, que vous nous montriez l'importance des liens entre l'alimentation, les océans, les rivières et les lacs. Nos orateurs sont là et je vais maintenant donner la parole à Madame Christiana Lua. Madame, pourriez-vous nous faire part de vos réflexions relatives justement au lien entre ces aliments et les océans, les rivières, les lacs, sans oublier les inégalités? Faites-nous part, s'il vous plaît, de votre sagesse et de votre expérience. Madame Christina? Alors j'ai l'impression qu'elle n'a pas réussi à se joindre parmi nous pour l'heure. D'accord, pas de problème. Dans l'intervalle, donnons la parole au professeur Matthew Cochet pour qu'il n'y fasse part de ses réflexions. Professeur, docteur, vous avez la parole.
Good morning, good afternoon. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis le docteur Matthew Koshi et je vais vous parler de la reprise et la santé de la rivière du bassin Pampa et les liens avec l'alimentation et les moyens de subsistance. J'espère que vous m'entendez toutes et tous. Oui, oui, oui. D'accord, très bien. There are two types of river pollutions. Il y a deux types de pollution des rivières. Tout d'abord, il y a la pollution chimique et ensuite, il y a la pollution au fumier. Il y a une industrie qui engendre la pollution chimique et cette pollution est bien plus dangereuse. J'ai eu la possibilité de visiter cette région en 1989 et j'ai vu plusieurs victimes d'une maladie due à la pollution au mercure. Et à vrai dire, ce lieu a donné le nom à la maladie. Et si l'on prend la pollution d'eau là, eh bien le fait est que les produits chimiques ont été lourds de conséquences. Ensuite, par rapport à cette rivière est une source de biodiversité. Et elle se déverse dans la lac Ramsar. Elle fait plus de 176 km et elle permet de pêcher sur plus de 2235 km². C'est une zone ô combien importante dans notre état. Cette rivière, la Pampa, se dégrade principalement pour trois raisons. Tout d'abord, à cause de la dégradation de la forêt vierge. Ensuite, à cause des activités minières peu scrupuleuses dans les lits de la rivière. Et ensuite, la pollution de l'eau, notamment à cause des fesses. Alors, quelques 90% de l'eau reste dans le humus et le cycle hydrologique est ô combien important et il permet de faire circuler l'eau même en période de sécheresse. Mais à cause de la destruction de la forêt, aujourd'hui, la vie sauvage disparaît. La déforestation, l'agriculture intensive, les activités de la zone de pêche, la pollution industrielle, agricole et domestique, ainsi que l'usage d'explosifs et l'empoisonnement de poissons sont des grandes menaces pour la biodiversité de la Pampa. Il y a 20 ans, il y avait beaucoup de dépôts dans le sable, mais aujourd'hui, à cause des activités illégales complètement détachées de ce que indique la science, le lit de la rivière est menacé et la biodiversité fond comme neige au soleil, et qui plus est, l'eau n'est plus potable. Aujourd'hui, les pêcheurs et les animaux marins sont menacés et en conséquence, il pourrait y avoir une disparition pure et simple des ressources aquatiques. La diversité en poissons dans la rivière décline à un rythme alarmant. Et aujourd'hui, la destruction des habitats, les barrages et d'autres activités sont des menaces.
au même titre que la pêche INN, l'empoisonnement, l'usage de dynamique et l'usage des instruments électriques pour pêcher. D'après une étude du CIFRI, la biomasse en algues et la biomasse benthique a atteint des niveaux des plus bas sur la plupart de la pampa. 69 espèces de poissons indigènes et 10 espèces de poissons exotiques ont contribué à la pêcherie de la rivière en 2003-2004. Et le fait est que aujourd'hui, plus de 30 espèces peuvent être considérées comme étant menacées. Et 5 font partie d'un groupe en danger et 2 espèces ont complètement disparu. Aujourd'hui, cette zone considérée comme exceptionnelle est menacée. Ensuite, les libellules étaient très fréquentes de par le passé. Aujourd'hui, elles sont très rares. Ce, justement, à cause de l'évolution de l'environnement. L'extinction de ces espèces en fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de moustiques. Car en effet, cette espèce mangeait des moustiques, mais sans prédateurs. Aujourd'hui, que les moustiques pullulent et menacent la pêche et les pêcheurs. Enfin, la végétation est essentielle pour conserver l'écosystème de la rivière, mais aussi pour réduire les méfaits des changements climatiques. En bref, la santé de la flore le long de la rivière est essentielle pour l'écosystème, est un élément de l'essentiel. Étant donné l'augmentation du niveau de la mer, il apparaît que quelques 50 km du cours d'eau sont touchés par les eaux salines. Et donc, l'eau potable aujourd'hui est polluée. Et ce qui hier était de l'eau douce est aujourd'hui de l'eau dégradée mélangée à de l'eau de mer. Cela touche tout l'écosystème. En raison du déclin des poissons dans les fleuves, la subsistance des pêcheurs est touchée. La dégradation du fleuve et de son bassin touche d'autres vies aquatiques et d'autres animaux qui vivent sur les rives du fleuve. Nous avons propagé une plante vétiver, une plante qui est native, qui peut stabiliser les rives, réduire le réchauffement climatique, éviter l'érosion des sols, réduire la bactérie coliforme dans l'eau et purifier des eaux contaminées notamment. Vétiver peut augmenter, cette plante donc peut augmenter le niveau des nappes phréatiques. C'est effectif comme pour purifier l'eau et également pour éviter l'érosion. Cette plante se trouve d'origine dans le Tamil Nadu au sud de l'Inde. Est très fortement utilisée pour la protection environnementale et à des fins industrielles dans de nombreux pays, y compris le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande, l'Australie et la Chine. Les racines peuvent être utilisées en médecine ayurvédique. L'huile obtenue de la racine peut être utilisée pour les parfums. Les racines pénètrent dans le sol et le tiennent sur 3 mètres, peuvent éviter les glissements de terrain. Et on peut également arrêter l'eau grâce à cette plante et le sol peut s'y déposer. Les feuilles dures et coupantes repoussent les serpents et d'autres nuisibles. Les jeunes herbes peuvent être utilisées comme fourrage. Une fois enracinée, elle peut survivre
aux sécheresses et aux inondations. Elles survivent dans des zones fortement polluées. Elles réduisent les taux de bactéries coliformes. Les racines et les feuilles sont utilisées dans l'artisanat. Elles peuvent lutter contre la pollution et elles peuvent être cultivées de manière rentable. C'est pourquoi la plante s'appelle la Rolls-Royce. Autre grand problème, aujourd'hui, réchauffement climatique. La plante peut absorber le méthane et un gaz engendrant le changement climatique. Elle peut être utilisée également comme barrière. D'ailleurs, on l'utilise à cette fin depuis 60 ans. Alors, le président du district de Pachaya a inauguré une plantation de plantes vétivères sur les rives de la Pampa le 21 janvier 2022 sous la houlette du Conseil de biodiversité de l'État du Kerala et dans le cadre du projet de redynamisation du fleuve Pampa. Donc, ça a été planté sur les rives dans 14 panchayats. Dans le cadre du projet et du comité en charge de ce projet, j'ai pu participer à cet événement. Ma recherche doctorale portait sur la pollution du fleuve Pampa. Les étudiants en recherche sous ma supervision ont effectué des recherches sur la plante et ont publié dans des journaux, dans des revues internationales. Ils ont étayé ces conclusions par des recherches. Le département du synode CIC a travaillé sur la plantation de cette plante vétivère dans un projet qu'il promeut dans de nombreuses régions. Alors, nous avons réalisé une célébration, une conférence. Nous avons planté cette plante dans un pot. Alors, quels sont les résultats anticipés? Amélioration de la biodiversité des rives du fleuve, stabilisation des rives pour éviter les glissements de terre. La végétation riparienne sur les rives améliorera la santé du fleuve, améliorer la qualité aquatique vu les restrictions d'extraction de sable et les pêcheurs pourront revenir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gauchy, pour cette présentation très intéressante et pour les informations que vous nous avez fournies sur la plante vétiver. Nous l'utilisons également à Madagascar et cela nous est fortement utile. Notre prochaine oratrice est Madame Christiana Lua, qui est Madame Christiana Lua est coprésidente du WFFP et elle nous provient du Kenya. Vous avez la parole, Madame Christiana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. J'espère que vous m'entendez correctement. Nous entendons l'oratrice, mais il y a beaucoup de sons parasites qui rendent le travail des interprètes compliqué. Nous ferons de notre mieux. Alors, merci de cette invitation à ce webinaire sur les océans, les fleuves et les lacs. Alors, tout d'abord, je voudrais partager la sagesse des anciens. Je viens d'une communauté rurale avec une grande traduction de population autochtone qui dépend de la pêche, des pêcheries. Et nous vivons autour du lac. Et notre peuple, le peuple Ulmolo, donc, vit autour du lac. Notre culture, notre spiritualité, notre mode de vie s'y sont développés. Tout tourne autour du lac et des eaux. Nos ancêtres nous ont légué une sagesse, à savoir, c'est écouter,
Écoute, mon enfant, écoute. Prends soin du lac, des eaux, et le lac prendra soin de toi, à savoir de ta famille et de ta communauté. Détruis le lac et l'écosystème et l'environnement autour de lui, et le lac te détruira, à savoir ta famille et tes communautés, ta nation aussi. C'est la vérité fondamentale, la connaissance élémentaire dont d'aucuns ont besoin pour vivre au quotidien. Alors, il y a également eu la déclaration du WFFP lors de l'Assemblée générale de 2017. Nous sommes confrontés à des luttes collectives des quatre coins du monde. Les communautés sont dépossédées. Les femmes mènent des batailles pour résister à des tentatives visant à effacer nos histoires, à homogénéiser notre identité et notre culture. Nous luttons contre des forces néolibérales et les conséquences historiques du colonialisme et du post-colonialisme. L'accaparement de nos ressources n'est pas nouveau. Or, les océans, les lacs, l'eau et les terres sont accaparées aujourd'hui, et cet accaparement prend de nouvelles formes et se justifie de nouvelles manières. Nous sommes en conflit avec les secteurs de l'extraction, avec les grands projets d'infrastructure, ainsi qu'avec les entreprises de pêcherie intensive en capitale, tout comme l'aquaculture et l'agriculture intensive en capitale. Tout cela, c'est connu, aggrave le changement climatique. Il m'a été demandé de parler des défis auxquels les pêcheurs artisanaux et les communautés de pêcheurs sont confrontés. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous sommes confrontés à des risques de catastrophe et au changement climatique. Pour le changement climatique, et vous le savez, c'est un grand phénomène partout dans le monde. Nous sommes confrontés à une hausse continue des niveaux d'eau des océans, des mers et des fleuves, des lacs aussi. Ce phénomène est mondial et il découle sur de grandes pertes et souffrances au sein des pêcheurs artisanaux, des communautés de pêcheurs et des populations autochtones partout dans le monde. Perte de domicile, de propriétés, d'équipements, d'infrastructures, de pêche, aussi de zones de culture arable, de possibilités de pêche, perte d'animaux, perte de personnes, sécheresse aussi, problème hydrique. Tout cela a des effets considérables sur les communautés de pêcheurs. Au nord du Kenya, nous sommes confrontés à une sécheresse très grave. Des personnes meurent. Des animaux meurent aussi. Et la sécheresse touche également les eaux. Alors, je ne comprends pas bien les mécanismes, mais c'est très souvent lié. Quand il y a des sécheresses prolongées, très graves, nous sommes également confrontés à une sécheresse des eaux. Alors, cela veut dire que nous n'avons pas beaucoup de récoltes et nos populations du nord du Kenya souffrent bien entendu en raison de ces longues sécheresses. Le changement climatique et les catastrophes ont des implications sur l'alimentation, la sécurité, la nutrition des communautés de pêche et des populations autochtones. La plus grande priorité est d'assurer les droits agraires et hydriques coutumiers sur les côtes et d'autres régions. La pêche artisanale a le moins contribué au changement climatique, mais elle est la plus touchée par le changement climatique. Et les
pêcheurs artisanaux sont les plus vulnérables à ces impacts. Les rapports alarmants du groupement intergouvernemental d'experts sur le changement climatique et ses rapports spéciaux sur les océans et les terres doivent être perçus en relation avec les orientations et les stratégies de pêche artisanale pour assurer la pêche artisanale dans le cadre de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté. Alors, les stratégies pour lutter contre le climat et les catastrophes naturelles doivent être intégrées dans les orientations de pêche artisanale. Autre défi auquel nous sommes confrontés, nous, les pêcheurs artisanaux et les communautés de pêcheurs. La non-reconnaissance des populations autochtones, mais aussi des cultures et des connaissances traditionnelles des pêcheurs artisanaux et des populations autochtones. Les cultures, le droit coutumier, les connaissances traditionnelles autochtones, locales, la science aussi des populations autochtones et des pêcheurs artisanaux ont été très utiles, indispensables même pour préserver les océans, les mers, les lacs, les environnements, les communautés et les nations, et ce depuis des siècles. Mais cela a été repris par les législations nationales qui ne prennent pas en considération tous les aspects de préservation des eaux et de l'environnement. Le manque de reconnaissance de la pêche artisanale des peuples autochtones, de leur culture, de leur connaissance traditionnelle, de leurs droits coutumiers, de leurs connaissances locales et l'incorporation dans la législation et dans des instruments qui régissent la pêche a débouché sur la destruction et des masses d'eau en mauvaise santé, la destruction des écosystèmes, la surpêche et de très mauvaises récoltes partout dans le monde. Des décennies de plaidoyer pour que cela soit incorporé et adopté à tous les niveaux ont été ignorés encore et encore. Le défi, c'est la mise en œuvre de législation et de politiques qui ne respectent pas véritablement nos intérêts. La mise en œuvre, l'exécution de telles législations et politiques ont eu un impact négatif sur les communautés de pêcheurs autochtones et ont également engendré une dépossession des titulaires de droits, par exemple, dans leur territoire. La préférence est attribuée à d'autres groupes au lieu de donner davantage de privilèges aux titulaires des droits qui vivent sur les territoires, on en donne à d'autres qui ne vivent pas forcément là. Alors les unités de gestion des plages au lac Turkana au Kenya ont dépossédé plutôt les personnes de leurs terres. Des personnes ont migré compte tenu des législations laxistes du pays. Le peuple El Molo a été dépossédé de ses terres et empêché des communautés de venir vivre sur leurs terres et de pêcher. D'autres sont venus à leur place. Ils sont venus pour l'argent, ce ne sont pas des pêcheurs. Parce que la législation permet à tout le monde d'aller partout dans le pays pour faire ses affaires. Ces personnes peuvent venir librement, empiètent sur les territoires des pêcheurs artisanaux, des communautés de pêcheurs, des populations autochtones aussi. Et donc, ces législations, ces politiques engendrent énormément de souffrance. Cela nous dépossède de nos terres, de nos eaux et d'autres ressources nationales. Nous sommes également confrontés à des problèmes avec la planification spatiale marine. Un exemple d'Indonésie. Un de nos collègues du KNTI, une organisation de
de pêcheurs artisanaux, membres du WFFP, avec des collègues également de l'Institut transnational. Une étude a été réalisée, planification spatiale marine, régler ou aggraver les conflits sur les espaces océaniques. Oh mon Dieu, je n'ai plus de batterie. Bon. Donc son objectif, du moins annoncé, c'est d'être un processus d'atténuation de conflits qui attribue des espaces marins de manière nationale afin de réduire les conflits d'intérêt, mais cela n'a pas eu l'effet escompté, cela a accru les conflits. Sur la base des recherches, en Indonésie, les résultats initiaux de la planification spatiale marine n'ont pas tenu leurs promesses. En résumé, donc l'introduction d'un cadre juridique MSP a été facilitée par l'influence des agences internationales et les ressources ont fait l'objet d'une compétition, des ressources pourtant essentielles pour les communautés locales. Donc, il y a eu des conflits avec l'introduction de ce plan spatial marin, des tensions au sein du gouvernement aussi sur le développement de cette planification. Cela a créé des conflits au sein des communautés sur la manière dont les implantations sont gérées. Donc cela a exacerbé les tensions existantes. Des conflits aussi avec, liés à l'extraction avec les pêcheurs. Des problèmes écologiques. La piraterie. Ça ne fait qu'exacerber les conflits. Je ne sais pas si ma batterie permettra de finir. Nous avons mis en place de bonnes pratiques. J'ai été invité en tant que coprésidente du WFFP par des coopératives à Istanbul, en Turquie. Je ne sais pas si Manoj pourrait également montrer des photos de ma présentation. Alors, une bonne pratique des pêcheurs de la mer de Marmara. Ils se sont livrés à la pêche, à la commercialisation, et ils se concentrent sur la pêche par rotation dans la mer de Marmara. Pendant 6 mois, cette mer n'est pas accessible à la pêche. La zone peut se régénérer, les poissons peuvent se reproduire, et ensuite on peut pêcher pendant 6 mois. C'est une très bonne pratique. En effet, dans notre région, tout particulièrement dans mon pays, il n'y a pas de loi similaire pour protéger le lac local, ou les eaux, ou les océans même. Il n'existe pas de bonne législation permettant aux eaux de se régénérer et aux écosystèmes de se régénérer. Dans les pratiques traditionnelles du peuple El Molo, nous pratiquons la pêche par rotation. Et le conseil des anciens veille à ce que tout le monde respecte le droit coutumier pour gérer les pêcheries et l'environnement. Cela nous a aidés à préserver notre environnement et nos communautés.
La mise en œuvre des orientations volontaires est une autre bonne pratique pour nous, les pêcheurs artisanaux. Et nous saluons tous les États membres qui ont ratifié ces orientations volontaires pour garantir la pêche artisanale dans le cadre de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté. Cela reconnaît les droits des pêcheurs artisanaux. Et nous vous appelons toutes et tous, nous en appelons à tous nos amis à nous aider pour mettre en avant ces efforts pour que les États membres mettent en œuvre ce document, l'exécutent. Nous croyons également que les solutions ascendantes sont nécessaires pour faire face aux divers problèmes de la pêche artisanale. La plupart de ces lois politiques sont des lois imposées d'en haut. Et très souvent, on ne tient pas compte des problèmes, de la situation des océans, des lacs et des pêcheurs artisanaux. Par conséquent, les solutions devraient être apportées par la base, par les pêcheurs artisanaux eux-mêmes. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. Je vous remercie sincèrement de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Madame Christiana, pour cette présentation très intéressante. Merci beaucoup d'avoir présenté les pêcheurs artisanaux. Alors, je voudrais rappeler à nos prochains orateurs de tenter de bien respecter les délais qui leur sont impartis puisque nous avons pris du retard. Alors, la prochaine oratrice, maintenant, va nous entretenir des nouvelles nourritures environnementales. Donc, Madame Solène Jetser travaille au centre de recherche à Lyon. Vous avez la parole, Solène. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, brièvement, je voudrais vous expliquer comment les micro-algues peuvent être une source potentielle importante de nourriture à l'avenir. Alors, tout d'abord, vous êtes peut-être déjà familier avec cette alimentation contenant des algues selon votre culture. Ça remonte à 14 000 ans avant Jésus-Christ, même selon des données archéologiques. Au Japon, la consommation d'algues peut être de 10 grammes par jour. Donc, si vous aimez les sushis, vous en avez peut-être déjà mangé. Vous connaissez également cela comme super aliment, poudre verte dans vos supermarchés. On la trouve également comme ingrédient composant de pâtes sous forme d'huile, mais aussi de plus en plus pour créer des alternatives végétales à des produits carnés ou issus de la pêche. Alors, vous en savez désormais un peu plus sur les algues, mais que sont les micro-algues? Ce sont des algues invisibles à l'œil nu. Elles sont microscopiques. C'est unicellulaire. On peut les voir quand on augmente, quand on les regarde de plus près, on va dire. Donc on les retrouve dans les systèmes marins et d'eau potable. Selon les estimations, aujourd'hui, il y a de 100 000 à plusieurs millions de types de micro-algues. Mais en fait, les scientifiques n'en ont caractérisé que 25 000. Donc, c'est encore une grande source d'inspiration que l'on peut retirer de ces petits micro-organismes. Ils sont utilisés dans divers secteurs. En effet, leurs propriétés sont diverses. On peut les utiliser comme biocarburants. On les utilise également dans les secteurs pharmaceutiques et médicaux. Et c'est également une source d'alimentation. Alors, pourquoi les micro-algues sont intéressantes en tant que source de nutrition? Elles sont extrêmement durables. Il ne faut pas de terre arable pour qu'elles poussent. Elles peuvent pousser dans l'eau
en tant que telles ou être cultivées sur la terre. Elles sont également renouvelables, autosuffisantes aussi. Elles absorbent le CO2 et poussent grâce à la photosynthèse. Elles n'ont dès lors besoin qu'une source de lumière et du carbone pour pousser. Elles disposent également de nombreuses propriétés nutritives, riches en protéines, riches en acides gras polyinsaturés, dans les sociétés occidentales, nous n'avons pas suffisamment d'oméga 3. Ce sont justement des oméga 3. On ne respecte pas les recommandations de 250 mg par jour. Par conséquent, il est important de penser à des sources différentes d'oméga 3, surtout à base végétale. Les microalgues contiennent également de nombreux composés bioactifs avec des effets potentiels sur la santé, antioxydants par exemple. Les microalgues ont de nombreuses applications, mais il n'y a pas de production à grande échelle des microalgues aujourd'hui. Alors, pour votre information, voici comment l'on peut cultiver des microalgues dans de petites usines, dans des photobioréacteurs. Les microalgues sont insérées dans ces tubes. Il y a une source de lumière, une source de CO2, et dès lors, elles peuvent croître, être cultivées. On les extrait ensuite et on les utilise dans les différents produits que je viens de mentionner. Donc les microalgues sont une source nutritive intéressante compte tenu des propriétés nutritives. Mais ce n'est pas tout. Il y a également d'autres applications alimentaires. Elles sont tout à fait pertinentes. Alors, tout d'abord, les microalgues sont extrêmement riches en oméga 3, un nutriment très important pour les êtres humains. Malheureusement, les lipides sont très susceptibles d'oxydation et de dégradation. C'est ce qui génère ce goût un peu rance que l'on peut sentir avec le beurre et l'huile si on les laisse trop longtemps. Donc, utiliser les microalgues dans les huiles peut réduire cette dégradation, cette oxydation, puisqu'il y a une grande source d'antioxydants dans les microalgues. Elles peuvent également améliorer les propriétés de texture. On peut les utiliser comme agent de texture pour... vous connaissez peut-être l'agar-agar et on peut l'utiliser pour les produits de boulangerie. Donc cela peut améliorer également le goût de nombreuses nourritures et sont très prometteurs pour diverses applications culinaires. Alors, elle pourrait remplacer le sel ou le goût de poisson de certains aliments. Toutefois, il faut bien garder à l'esprit certaines limites quand on y pense comme source d'alimentation. Coût élevé de l'utilisation de ces biomasses et de leur culture. Ce sont des micro-organismes vivants qui peuvent être difficiles à utiliser dans des processus industriels compte tenu des problèmes techniques liés à leur utilisation. En outre, sur le marché européen, mais ailleurs aussi, il n'y a que peu d'espèces de microalgues qui sont autorisées pour la consommation humaine. Il n'y en a qu'une dizaine. La céruline, la chlorella sont les plus connues. Alors, dans le monde également, selon la culture bien évidemment, il y a peu de connaissances et la consommation actuelle des microalgues n'est pas énorme. C'est un marché de niche. On consomme des algues, mais pas forcément des microalgues. Alors, en conclusion, je voudrais vous parler du projet sur lequel je suis en train de travailler à l'heure actuelle au sein de l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Ce projet s'appelle Scale. Et donc, c'est un projet de 48 mois, 4 années, sur les microalgues. Et il dispose d'un fonds de la part de l'Union européenne et de la Commission de quelque 14,3 millions. C'est un consortium de 11 partenaires
Et l'objectif est de créer un projet pour cultiver des micro-algues en France, pour s'assurer de la durabilité et s'assurer du fait que la production ne génère pas de gaspillage. Et puis, moi, je suis chargé dans ce projet de l'approvisionnement du marché en produits. Un produit qui puisse être utilisé donc par un consommateur final pour l'alimentation, mais d'autres choses aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y en a certains qui se penchent notamment sur les suppléments, les compléments et les aliments pour animaux. Et nous venons de démarrer en septembre de 2021 et notre projet continuera jusqu'en septembre 2024 et je vous invite à consulter nos réseaux. Merci beaucoup de votre attention. Wow, thank you so much. Fabuleux, merci beaucoup, très impressionnant. Et nous vous souhaitons bonne chance dans le cadre de ce projet ô combien important et intéressant. Merci. Alors, avant de passer au travail en groupe, j'invite le révérend Dr Upululuma à nous faire part de sa réflexion biblique et théologique sur ce que nous venons d'entendre sur l'eau, la durabilité, les systèmes alimentaires. Révérend, merci beaucoup. Alors, j'espère que je vais réussir à partager ma présentation. J'ai été invité à parler de la réflexion biblique, théologique, sur l'intersection entre la création, l'alimentation, l'eau, la durabilité et la reddition des comptes à l'égard de l'humanité et des géniteurs. Merci. Prochain transparent, s'il vous plaît. Merci. Alors, je voudrais utiliser le terme vaille plutôt que eau, puisque c'est lié à notre façon de réfléchir dans le Pacifique, à Aotearoa, chez les Maoris, ou aussi dans les Fidji. Et vaille est un terme qui fait référence aux cours d'eau, aux rivières, aux océans, etc. Et le vaille est la genèse de la vie. L'eau est le point de départ, le prisme qui nous a permis de tout imaginer, y compris l'alimentation, la durabilité, etc. Alors, je voudrais vous faire part, tout d'abord, de quelques réflexions relatives à ce concept de vaille, un concept essentiel à la vie. Et permettez-moi de commencer par l'une des plus belles histoires jamais écrites, mais aussi l'une des histoires les plus mal interprétées, parce que elle est liée à des théories, des philosophies, si je puis dire, qui n'abordent pas l'importance de la terre, des océans, des rivières. Alors, dans la Genèse 1, donc l'un des textes les plus importants de la Bible dit que la vie commence par la vaille. Le monde est émergé de la vaille. La vaille est la genèse de tout. Avant la vaille, il y avait l'obscurité. Et là, si on lit les vers 5 et 6, il est évident que l'obscurité est essentielle à la mise en lumière de la vaille. Et moi, je tiens à souligner une chose ici. Le présent de la vaille à la création était l'obscurité. L'esprit n'a pas retiré l'obscurité, mais a fait de la vaille la source de la vie. L'esprit a été une sage-femme pour faire justement émerger la lumière au premier jour. Le deuxième jour,
L'Esprit a créé le monde de la vaille. Si nous sommes sortis de l'obscurité pour parvenir à la lumière, eh bien, c'est en passant par la vaille. L'obscurité et la lumière, ces énergies qui alimentent le monde aujourd'hui sont les enfants de la vaille. Partant, ce que Morna Simone a dit fait tout à fait sens. Je me présente du vide à la lumière, de la gestation à un vaste espace d'affirmation. Et le fait est que la même chose se passe dans l'utérus d'une mère. Et c'est là, en réalité, le point de départ, l'abri de l'esprit dans la Genèse. Dans les histoires sur la création et dans l'interprétation de ce texte, l'on se concentre trop sur le contrôle des limites entre le créateur et la création. Et du coup, l'on oublie une partie de l'histoire de la création qui nous était rappelée pourtant par la physique quantique. Et c'est là la relation. Bien souvent, on oublie que toutes et tous, l'on découle de relations. Tout d'abord, il y avait des relations. Et la vaille nous rappelle que l'on vient d'un utérus, l'utérus de nombreuses relations, que nous venons du vide. Et donc, je propose que l'on revoie notre narrative et que l'on passe du concept d'être créé aux relations créées. Et le fait est que cette mutualisation donneuse de vie est essentielle. Prochain transparent. Prochain transparent. La conscience du vaille. Le changement apparaît lorsque l'on reconfigure notre conscience. Et c'est là le point à l'ordre du jour. L'état d'esprit, la conscience sont essentiels. Lorsque les personnes du Pacifique lisent cette histoire, la vaille est la Genèse. Et pour les peuples du Pacifique, la vaille est absolument tout. Elle est sous nous, autour de nous, en nous, avant nous, derrière nous. La vaille est transdimensionnelle. Bon nombre de personnes pensent que la vaille vient de Mona, de l'océan bleu. L'océan est notre maison. Nous avons grandi avec cette conscience de la vaille. Et c'est un point ô combien important que l'on doit mettre en avant au sein d'organisations internationales. Et du point de vue de la Terre, le Pacifique n'est pas considéré comme un continent parce que, voilà, il n'y a pas assez de terre. Mais le fait est que le Pacifique, en tant que tel, est un continent bleu. Cette conscience de la vaille est reprise dans le cadre de développement du Forum des îles Pacifiques sous le nom de Blue Pacific Continent, continent du Pacifique bleu, car il est important justement que nous récupérions cette conscience de la vaille qui est au cœur de la durabilité du Pacifique. Par ailleurs, aujourd'hui, comme bon nombre ne sont plus conscients de la vaille, ce lien profond avec l'eau est transformé en marchandises et réifié et un analphabétisme aquatique voit le jour. Les personnes du Pacifique aujourd'hui veulent éviter que l'on perde le cap et nos racines. Ici, le soin par le vaille. Dans l'Exode 15 de 22, oui, désolé. Donc, je vous disais Exode 15, 22 à 25. En Égypte, l'eau n'était pas potable et Dieu avait dit à Moïse de désaliniser les puits
en y jetant un bâton de bois. C'était une méthode traditionnelle pour nettoyer l'eau. Et ensuite, dans les chapitres 19 à 22, l'eau n'était pas potable et Elijah a ordonné aux personnes d'ajouter du sel. D'un point de vue écologique, assainir l'eau, c'est comprendre les relations entre l'eau et la terre. Et à vrai dire, l'un soigne l'autre, parce que l'un fait partie de l'autre. Et je me souviens de ce que nous faisions lorsque l'on vivait au village, lorsque j'étais gamin, lorsque nous dépendions d'un seul cours d'eau. Pendant les saisons de pluie, nous coupions des cocotiers, des feuilles de cocotier et les jetions dans la rivière pour réorienter les déchets et aussi purifier l'eau. Parce qu'en réalité, la terre est attirée par les feuilles de cocotier et ce pendant plus de 2 semaines et cela permet donc facilement d'assainir l'eau pendant plus de 2 semaines. Ce faisant, en fin de compte, l'on se profile à l'horizon de nouveaux débuts et de nouveaux cours d'eau. Tous les jours, il y a des nouvelles catastrophes naturelles, mais le fait est que la vie, ce n'est pas seulement gérer une catastrophe, non. Et aujourd'hui, bon nombre parlent de gestion de catastrophes, mais la vie, c'est créer de nouveaux débuts face à des catastrophes, des désastres. Et c'est là justement qu'est le nœud de la question, la résilience. Prochain transparent. Enfin, l'hospitalité vaille. Je suis la source qui découle de l'illumination des lumières relationnelles. Je suis là pour l'apprentissage, pour soi-même et pour les autres. C'est là de la sagesse. La base de l'hospitalité biblique, c'est la source d'eau offerte à toutes et tous pour que toutes et tous puissent se laver les pieds, comme dans la Genèse 18, 4 ou encore 24, vers 32. Et cela vaut aussi pour les simples passants. Vous savez, les voyageurs dépendaient justement de cette eau offerte et les relations dépendaient de ce don d'eau. L'absence d'eau pouvait être considérée comme une trahison politique, comme on a pu le voir dans l'Exode 22-25. L'hospitalité, c'est le développement des relations dans le Pacifique, mais aussi dans la communauté juive. Et après tout désastre, après toute catastrophe, eh bien la première chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est l'eau, la vaille. Et là, des efforts communautaires sont consentis parce que tout le monde dépend de la vaille. La sécurité alimentaire dépend de vaille. Et qui plus est, le développement des relations dépend de la vaille aussi. La vaille renforce le fait que nous sommes des éléments de vie intrinsèquement liés. Des éléments de vie avant d'être des éléments de marché et d'économie de marché. Prochain transparent. Ici, la propriété de la vaille. Aujourd'hui, il y a une question de propriété ô combien importante aux 4 coins du monde, aussi au Pacifique. Et c'est un point important pour les cultures. Et l'on voit cela aussi dans la Bible avec Jacob. Et lorsque ces propriétés sont partagées dans 26, 17 à 22, la plupart des communautés côtières considèrent que l'on ne possède pas la terre ni l'eau. À vrai dire, c'est à l'inverse, la terre et les eaux qui nous possèdent. Pour nous, Mus par des idées qui sont ensuite été à la source des idées capitalistes, dans
les eaux de Fidji, la revitalisation, c'est le fait que tous les fleuves, tous les cours d'eau et toute terre en dessous en, en dessous de cette zone appartient à la terre. Aujourd'hui, cette commodification de l'eau marginalise également de nombreuses familles dans les zones pacifiques et qui n'ont pas les mêmes moyens de subvenir à leurs besoins. Donc quand on parle des ODD, l'ODD 6 par exemple, c'est de l'eau propre, de l'eau potable pour tous. Certaines personnes, sachez-le, ne peuvent pas avoir accès à de l'eau potable aujourd'hui en raison de la marchandisation de l'eau. C'est l'une des plus grandes menaces engendrées par la notion de l'appropriation de la propriété sous l'idée de démocratie et de liberté. Sans contrainte, sans captivité, la liberté devient rapidement l'exercice futile de l'arbitraire. Et l'arbitraire est très dangereux pour la durabilité à long terme. Prochain transparent, s'il vous plaît. Alors, Vai, dans la pensée pacifique, n'est pas que du liquide. Vai, c'est le tout. Le liquide, qui est le Vai, la source, Mata Vai, le cours d'eau, Ala Vai, le fleuve et l'Olevai, et la rive, Si Olevai. S'en prendre à l'un, c'est s'en prendre à l'intégralité du système, pas uniquement le fleuve, l'océan, mais tout ce qui tourne autour et tout le système économique régénérateur. Vai est une structure globale. C'est une structure de relation, une structure plénitaire que je préférerais dire structure de vie. On ne peut pas dire que le Vai n'est que liquide. Le Vai est tout, y compris le lit de la rivière, la rive, etc. Dans le Pacifique, il y a une nouvelle menace. C'est une malédiction de l'eau pour tous. Si l'eau est maudite, nous sommes tous maudits. Cette menace, c'est l'exploitation minière en mer profonde. Cette exploitation est un nouveau projet de développement d'appropriation qui touchera toutes les communautés pacifiques qui dépendent de l'océan pour leur survie. William Sloane Coffin nous rappelle que quelle est grande l'erreur qui consiste à parler, comme le font de nombreux dirigeants politiques, d'équilibre des besoins de l'économie avec des besoins de l'environnement. Une économie nationale ou mondiale est un sous-système de l'écosystème. Partant, nous ne pouvons parler de croissance tel qu'un bien que l'on peut remettre en question. Enfin, l'intendance ou la gestion de l'eau, c'est anthropocentrique, linéaire et mu par le capitalisme et exprimé par la notion du souci. Il faut se soucier de l'eau, du Vai, de la terre pour nos besoins. Nos besoins humains dans ce récit dominant, c'est la force motrice. C'est pour cela qu'il faut protéger la création. L'ennui, c'est que différents pays ont différents niveaux de besoins. Certains pays, comme les grands pays, demandent des ressources massives pour répondre aux besoins de leur mode de vie. Et la question est, comment pouvons-nous nous soucier de quelque chose auquel nous ne sommes pas profondément, intrinsèquement liés? Cela ne s'inscrit pas en nous. Nous devons nous distancer de cette notion de souci d'eux à une notion de lien avec. Nous devons passer à une gestion mue par le lien et non par le souci. Alors, le soin de la création doit d'abord
naître de la volonté d'être avec. Nous devons être euh, euh, en relation avec quelque chose, sentir ce quelque chose en nous. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous en soucier honnêtement. Et ainsi, nous satisferons nos besoins. Cela s'ensuivra. Mais pour changer cela, nous devons restaurer notre téléologie de la création. Nous devons nous distancer de la téléologie de la création, d'être créé à des êtres créés. Cela nous permet de comprendre la foi d'incarnation de l'Église. Et je crois que c'est essentiel pour la durabilité. Merci. Thank you so much, Reverend Doctor, for that theological and biblical reflection. Merci beaucoup pour cette réflexion théologique et biblique profonde et extrêmement importante. Alors, à présent, nous passons à la partie suivante. Et avant de lancer les groupes parallèles, je voudrais donner la parole à l'équipe technique du Conseil œcuménique mondial qui va nous expliquer comment cela va se passer. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Thierry. Alors, nous pouvons passer à la partie numéro 2, groupe parallèle. Vous serez divisé en petits groupes et vous pourrez penser à ces questions que je vais vous poser dans le chat en anglais et en français. Dans vos groupes, choisissez une personne pour réaliser un petit résumé de vos discussions et pour le livrer au groupe quand nous nous rassemblerons. Hello everyone and welcome back from the breakout session. Bonjour à toutes et à tous et bon retour. Nous allons entamer la session de compte rendu. Alors, il y a pas mal de groupes aujourd'hui parce que nous étions 80 lors de la séance. Et donc, il va bien falloir respecter les délais impartis. S'il vous plaît, respectez 1 minute et demie, 2 minutes maximum pour nos retours. Comme ça, nous pourrons respecter les délais. Alors, je commence avec le groupe 1. Alors, je n'ai pas malheureusement les noms des représentants des groupes. Dans mon groupe, c'était Georges. Donc, si le groupe 1 est prêt, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'était assez court. Nous n'avons pas pu nous pencher sur les 3 questions. On a commencé et puis c'était déjà fini, pour ainsi dire. Alors, la première question était le rôle vital des masses d'eau comme source d'alimentation. Et donc, le lac Léman, nous en sommes prêts et donc nous avons réfléchi à ce que cela impliquait et à la dépendance à ces ressources d'eau. Un de nos collègues a parlé de la situation en Inde. J'ai parlé aussi de la situation au nord de l'Allemagne. Et puis, on a... sachez que le poisson est pêché en Allemagne, il est envoyé au Maroc pour être transformé, et puis renvoyé en Allemagne. C'est assez... cela pose question. Ensuite, notre collègue de la fondation Annette a expliqué ce que c'était de vivre sur une petite île. Elle nous a expliqué qu'au cours des 20 dernières années, des changements considérables ont touché le marché du poisson au niveau local. Il y a 10-20 ans, il y avait des grands poissons et maintenant il n'y a plus que des petits poissons. Pourquoi? Pollution? Changement climatique? Toujours est-il qu'un changement substantiel est à l'œuvre. Alors, bien entendu, nous avons apprécié la méditation théologique que nous avons entendue. De manière générale, ce n'est pas uniquement se soucier de la nature, c'est faire partie de la nature, être lié à l'environnement, en dépendre. C'est peut-être ainsi que nous trouverons la réponse à ces problèmes. Pour en venir à la deuxième question, nous sommes dans le cadre d'un processus interdépendant.
des acteurs aux quatre coins du monde dépendront les uns des autres. Les acteurs allemands dépendent des acteurs marocains dans mon exemple, et vice-versa. Donc nous sommes ensemble. Évidemment, le système actuel, le paradigme actuel n'est pas durable, mais des gens dépendent. Donc il faut bien prendre cela en considération. Et puis, notre collègue de la Fondation nous a expliqué le système de partage des fleuves en Chine. Malheureusement, elle n'a pas eu la possibilité de nous en parler longuement parce que le délai imparti était déjà écoulé. Merci Jörg. Groupe 2, êtes-vous prêt à partager avec nous vos réflexions? Diana, nous n'avons pas vraiment de rapport. On a parlé de l'importance de l'eau pour la vie. Si vous n'avez pas d'eau, c'est un grand problème. L'eau est essentielle à la vie. Autre remarque aussi sur l'usage de l'eau. Pour des produits de luxe comme le caviar, au lieu de mettre à disposition de tous des produits essentiels. Ce sont les deux remarques qui avaient été exprimées. Merci beaucoup, Diana. Cela nous amène à la question de la durabilité des moyens de subsistance. Comment durabiliser les bénéfices économiques? Que faire pour rester connecté et ainsi se soucier d'eux, prendre soin d'eux? Groupe 3, est-ce que vous souhaiteriez partager des réflexions ou des recommandations pour des actions, des propositions d'action pour l'avenir? Je pense que nous étions le groupe 3. Alors, en fait, plusieurs personnes provenaient de différentes cultures. C'est toujours très enrichissant. Nous avons eu la possibilité de partager. Qu'en avons-nous retiré? Le contraste entre les personnes qui vivent dans les grandes villes, où la connexion aux masses d'eau, aux sources d'eau, n'est pas aussi évidente, en comparaison à ce qui se passe dans d'autres communautés, qui vivent dans l'eau, avec l'eau, au quotidien, qui ont une connexion profonde avec ces sources d'eau. Alors, la recommandation, c'est d'avoir ces discussions avec les personnes qui vivent avec les urbains, les citadins qui ont peut-être perdu cette relation et la signification, l'importance de ces masses d'eau pour tout le monde, pour la vie, pour les écosystèmes. That was it. C'est tout. Thanks, Celine. Merci beaucoup, Solène. C'est bien vrai. Je pense qu'une meilleure communication entre nous pourrait en effet nous aider. Groupe 4, est-ce que vous êtes prêt à partager avec nous? Good afternoon. I think we have discussed Bon après-midi. Alors, on a déjà parlé de l'importance de l'eau et des inquiétudes écologiques qui apparaissent aux quatre coins du monde. Le fait est que les solutions que nous créons doivent être intrinsèquement liées au mouvement sur le terrain et à leurs inquiétudes qui ont été mises en avant, notamment aujourd'hui. Par ailleurs, il y a des pays développés en développement et des pays du tiers-monde, et toutes et tous, nous avons la responsabilité d'aller de l'avant, ensemble, dans la solidarité, pour sauver la planète,
pour sauver les masses d'eau. Et je pense qu'il y a beaucoup de solutions, de réponses qui se présentent à nous, qu'il y a plusieurs possibilités. Et il est très important, en effet, que toutes ces solutions arrivent aux communautés locales, tiennent compte des contextes locaux et des circonstances présentes là où les défis se présentent à nous. Voilà les éléments que nous avons abordés dans notre groupe de travail. Un tout grand merci à vous. Passons désormais au groupe 5. Alors moi j'étais au groupe 5 si je ne me trompe. Et donc notre groupe a eu un échange en deux temps. Tout d'abord on a parlé des algues et des microalgues. C'est un sujet qui a retenu toute notre attention. Malheureusement les interprètes entendent beaucoup de sons en même temps. Et donc on a parlé de la recherche et le fait est que cette recherche a mis en avant que bon nombre de groupes dans le sud ne reçoivent pas suffisamment de soutien financier pour protéger ces masses d'eau qui permettent d'assurer une consommation humaine des algues et de promouvoir différentes activités. Dans le sud, il y a tellement de pollution qui tue les masses d'eau que beaucoup de moyens de subsistance disparaissent. Et puis, aujourd'hui, on voit notamment en Inde que le sable sur les lits des fonds sont utilisés pour la construction et c'est une grosse source de pollution. Voilà, merci, voilà, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Un tout grand merci. J'imagine que votre échange a donc été très enrichissant. Bien. Est-ce que nous avons analysé là tous les groupes? Non, moi je dois vous faire mon rapport pour le groupe 6. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour échanger, mais il apparaît clairement qu'il y a certaines communautés qui ont été profondément impliquées dans les activités relatives au cours d'eau. Et puis, en Sibérie, les gens sont confrontés à beaucoup de problèmes parce que les lacs ont été transformés pour l'aquaculture et du coup, la pollution est là et les populations d'origine sont quelque peu opprimées et mises de côté là. Et donc, il est important de faire attention à l'instrumentalisation de ces ressources. Par ailleurs, Christina et d'autres nous ont fait part de projets, notamment en Allemagne, qui font que les communautés sont confrontées à des problèmes, mais ces communautés n'en sont pas réellement conscientes. Notamment parce que leur façon de vie est aujourd'hui détachée de ces eaux. Et puis, une collègue de Seattle a été absolument fascinée par l'échange théologique que nous avons eu. Et en effet, il est important que l'on analyse les choses par nos prismes autochtones respectifs aussi, pour que l'on réfléchisse à nos relations avec l'eau, et plutôt que de voir les choses par le prisme du dominant-dominé. D'accord, un tout grand merci, c'est tout à fait vrai. Il est important d'analyser les choses par notre prisme propre et autochtone indigène. Ce faisant, l'on pourra créer de meilleures relations avec l'environnement. Alors le groupe 7, êtes-vous prêt à partager avec nous?
Et allô? Thank you. Merci beaucoup. Allez-y. Merci. Le groupe 7, il y avait le Togo, le Bénin et le Madagascar. Pour la première question, nous avons dit oui, notre relation à l'eau, il y a dans la vie des adages qui disent l'eau c'est la vie. Et il y a des divinités également qui sont nommées, qui sont liées à l'eau. Les divinités sont représentées par l'eau ou la mer. Et pour montrer notre identité, l'identité et la relation entre les masses d'eau et les êtres humains, il y a des noms que quand on donne les noms aux enfants, ces noms sont en relation avec l'eau. Et au Togo, par exemple, le cordon ombilical est dans l'eau. À Madagascar, il y a l'adage qui dit comme de l'eau et du riz pour montrer la connexion avec l'eau. Au Bénin, c'est l'eau, c'est la vie. Et deuxième question, nous avons dit que il y a les expériences du sabbat traditionnel qui permettaient aux rivières de se reposer, aux lacs de se reposer. C'est un système où les lacs, les masses d'eau sont au repos et même les usagers sont également au repos. Mais aujourd'hui, avec le christianisme et la colonisation, tout ça, ce système est balayé de revers de main. Et cela fait qu'il y a surexploitation de l'eau et pollution et ça crée beaucoup de dégâts. Nous avons comme recommandation mener une réflexion sur l'ancien système pour restaurer les eaux, les masses d'eau et mener ces réflexions avec les autorités étatiques institutionnelles, les autorités religieuses et administratives. Réfléchir sur notre relation à l'eau. C'est important de réfléchir sur notre relation à l'eau et ramener la communauté à comprendre que l'eau, c'est nous-mêmes. Merci au groupe et merci à vous tous et toutes. Thank you so much for Un that. tout grand merci. Merci pour cet apport. Et en effet, la collaboration est ô combien important. En effet, avec toutes les institutions, toutes les infrastructures religieuses, administratives, étatiques, institutionnelles, toutes et tous, nous devons avoir une réflexion sur l'eau. Enfin, dernier groupe, il me semble, le groupe 8. Ah, ben je pense qu'en réalité, c'était le 7, le dernier. D'accord, parfait. Cela nous amène donc à la fin de notre programme et je vais rendre la parole à Manoj pour le mot de la fin. Un tout grand merci. Merci beaucoup, Katlego. Merci à toutes et tous, chers amis. En résumé, humainement, tout cela n'est pas possible. Cette session est si riche, la sagesse partagée ici est énorme. Et vous savez, cette session me rappelle la cosmologie Inca. Et le passé, le présent et l'avenir coexistent en tout moment. Et cette présentation en est le doux reflet. Ici, avec l'eau, on voit que le passé, le présent et l'avenir s'entremêlent. On a entendu Christiana, on a entendu les jeunes, on a entendu ces groupes, tous ces groupes qui ont indiqué ô combien les sagesses autochtones, indigènes, ancestrales, leurs messages sont essentiels. L'on a compris que récupérer le repos sont essentiels. On a entendu les réflexions théologiques aussi, ô combien importantes, qui peuvent éclairer notre lanterne. On sait que le présent dépend du passé.
On sait que si l'on prend soin de nos eaux, on pourra aller de l'avant. Les scientifiques, les jeunes aussi ont éclairé notre lanterne pour de meilleures perspectives d'avenir parce que les aliments dépendront de l'eau toujours demain. Et il a été vraiment touchant de voir que ce qui se passait aujourd'hui pouvait en réalité avoir des conséquences sur l'avenir. L'avenir des enfants de nos enfants. Ce que l'on fera aujourd'hui déterminera l'avenir des enfants, de nos enfants. Ensuite, il est très important d'avoir la sagesse d'interpréter nos textes religieux par le prisme de nos cultures, comme cela a d'ailleurs été fait ici. C'est ô combien important. Alors je ne vais point abuser de votre temps, je tiens à vous remercier du plus profondément de mon cœur. Merci de votre présence, merci d'avoir fait entendre la voix des jeunes, merci d'avoir fait entendre la voix de nos scientifiques. Vous n'êtes pas l'avenir, vous êtes le présent. Merci. Merci aux personnes qui nous viennent tout droit du terrain et qui ont pris le temps de participer à cette réunion. Merci, Christiana. Merci d'avoir porté la voix des peuples pécheurs, de nous avoir rappelé vos luttes. Nous sommes toutes et tous ensemble, sur ce même bateau, car il en va de relation et pas de domination, car nous faisons un. Et nous ne sommes rien l'un sans l'autre. Nous vivons un moment crucial. Et donc, joignons nos mains de par les différents fuseaux horaires et prions ensemble. Je vous remercie. Sachez que les enregistrements pourront se partager aujourd'hui et toutes les ressources seront partagées. Par ailleurs, un résumé exécutif sera partagé et nous pourrons continuer nos échanges mois après mois. Enfin, prions. Seigneur, merci. Merci pour cette occasion que vous nous avez donnée de nous serrer les mains par-delà les frontières, par-delà les terres et les mers, pour nous unir, créer cette force, cette vague, pour protéger l'eau, source de vie, notre origine. Bénis-nous dans nos actions, bénis-nous pour que nous prenions soin de la création, pour que nous nous concentrions sur les relations et évitons ces relations de domination. Merci pour ce temps d'échange et aide-nous à aller de l'avant pour nous concentrer en vue d'avoir un but et de rendre ce monde plus durable pour les enfants de nos enfants. Amen.